La guerre s'arrête, Hormuz va rouvrir. C'est un succès ou un fiasco pour lui? Alors c'est, du point de vue du récit, plutôt un succès de communication. Il a réussi tout au long du week-end à entretenir le suspense en marquant sa conviction qu'il parviendrait à signer cet accord. Donc de ce point de vue-là, il a un joli paquet d'anniversaire avec beaucoup de papiers et beaucoup de rubans. Quand on ouvre le paquet, force est de constater, au vu de ce que l'on sait aujourd'hui, qu'on a du mal à identifier très très clairement ce qu'il y a dans ce paquet, mais surtout ce que l'Amérique gagne. Les conditions qui sont énumérées sont plutôt à l'avantage de l'Iran. On ne sait pas concrètement ce qu'il y a dans cet accord et les points sur lesquels ils se sont mis d'accord. Pour vous, Trump a signé à l'aveugle d'une certaine manière? Il a signé, alors on sait qu'il a signé électroniquement à distance avec les Iraniens. Pour vous, il a signé à l'aveugle parce qu'il fallait un accord coûte que coûte? Il a fini par constater depuis maintenant plusieurs semaines l'impasse stratégique dans laquelle il était. Cette impasse stratégique, elle a un coût très important pour l'économie mondiale et pour les États-Unis même, et donc pour quelqu'un qui va se préparer à des échéances électorales pour les midterms, c'est un risque majeur qu'il courait. Et donc, la signature s'est imposée à lui, et à partir de là, il n'attache pas une importance considérable aux conditions qui sont posées, et on voit bien que sur les objectifs de guerre qui étaient ceux des États-Unis, qu'il s'agisse de la chute du régime, qu'il s'agisse du nucléaire iranien, qui était quand même la grosse affaire qui nous a tous entretenus et angoissés pendant des années, eh bien, il y a un acquis qui est extrêmement faible. Il y a même des sujets qui ne sont plus du tout sur la table. La question des missiles iraniens, la question du soutien à des milices régionales, tout cela a disparu. Donc on voit bien que la volonté de signer l'emporte sur le souci du contenu de l'accord. On va écouter Trump qui, d'une certaine manière, vous répond à distance. Ce soir, il est à Évian pour le G7 avec Emmanuel Macron. Entretien tout à l'heure entre les deux présidents. Et voici ce que dit Donald Trump. C'est un texte important, puissant, contrairement au texte d'Obama qui était terrible. Celui-ci est puissant. J'aimerais le faire paraître bientôt, peu de temps après vendredi, parce que le détroit va être ouvert. On le saura complètement vendredi quand les mines seront neutralisées. Alors, on reparlera d'Hormuz dans un instant. Un texte puissant, dit Trump, largement meilleur que ce qu'avait pu signer Obama en 2015. Je rappelle qu'au début des négociations avec les Iraniens, vous y étiez, Dominique de Villepin. En 2003, j'ai initié avec mon collègue britannique et allemand ces négociations qui ont abouti en 2015. Et je peux vous dire que la somme de travail, la somme de détails techniques que contenait cet accord n'a absolument rien à voir avec ce qui est aujourd'hui sur la table. Trump vous dit, j'ai fait mieux que vous. Oui, bien sûr, mais c'est facile à dire. Mais cela reste à prouver. Ce qui me paraît important, c'est que on voit que l'Iran obtient aujourd'hui la reconnaissance de sa puissance dans le Golfe, même si faut pas sous-estimer le fait que l'Iran est considérablement affaibli sur le plan militaire. L'Iran obtient l'inclusion du Liban, ce qui est très important pour l'Iran parce que ça marque son soutien à certaines de ses milices et en particulier le Hezbollah. Et il obtient bien sûr la consécration de son droit sur Hormuz, même si pour les prochaines semaines, il n'y a pas de droit de péage. On croit comprendre que dans l'accord, il y a l'acceptation de paiements, de droits de passage qui seraient dus néanmoins par les bateaux. Et on retrouverait une situation que l'on connaît déjà, par exemple, dans le Bosphore, mais qui peut s'élever jusqu'à plusieurs centaines de millions d'euros. Elsa. Est-ce qu'il y a la moindre possibilité réaliste en 60 jours d'atteindre un accord nucléaire qui ait du sens, qui puisse empêcher l'Iran de devenir une puissance nucléaire? Alors il y a une option. Et cette option consiste justement à reprendre le document que rejette aujourd'hui Donald Trump, c'est de reprendre les travaux et de les adapter à l'évolution des dernières années. Là, il y a un travail sérieux, il y a même des verrous qui permettent de vérifier que l'Iran n'échappe pas aux contraintes qui sont posées. Il y a un rôle donné à l'Agence internationale de l'énergie atomique qui peut vérifier sur place. Il y a
la concrétisation des obligations liées au traité de non-prolifération. Donc on a une mémoire sur ce dossier très sérieuse. Il y a une deuxième condition, à mon sens. Ce serait que Donald Trump accepte que l'Union européenne, que les pays comme l'Allemagne ou comme la France qui ont été, ou l'Angleterre, le Royaume-Uni, qui ont été partie prenante, fassent partie de la négociation, parce que c'est un gage de sérieux. Je ne crois pas que M. Witkoff et que M. Jared Kushner, qui ont, si j'ai bien compris, récemment subi un stage accéléré de formation aux questions nucléaires de quelques jours ou d'un week-end, soient en mesure de négocier face à des personnalités comme Arichi. Nous connaissons bien les négociateurs iraniens. Ce sont des personnages tout à fait chevronnés. Et donc, la vérité, c'est est-ce que Donald Trump acceptera à un moment ou à un autre d'empocher ses pertes et de reconnaître l'échec qui est le sien. Mais ça n'arrivera jamais, Dominique de Villepin. Alors, ça n'arrivera jamais, sauf que nous savons d'expérience, c'est une leçon de l'histoire, que dans une guerre asymétrique, le plus fort ne gagne jamais quand il n'a pas des objectifs précis. C'est la loi de tous les empires qui ont chuté, c'est l'Empire romain, c'est l'Empire napoléonien, c'est l'Empire du Japon face à la Chine, c'est une loi absolue. Et le plus faible, quand il est déterminé, n'a pas besoin de vaincre pour l'emporter. Il a simplement besoin de résister et de survivre. C'est exactement ce que fait l'Iran. L'Iran survit, mais rien qu'en faisant cela, vis-à-vis des États du Golfe, vis-à-vis des grandes puissances, il affirme sa victoire. Et donc aujourd'hui, je pense que l'inconnu, c'est d'abord la capacité des Américains d'avoir une diplomatie suffisamment sérieuse pour mener une négociation. J'ai personnellement quelques petits doutes sur le professionnalisme de la diplomatie américaine pour mener quelque chose d'aussi compliqué face aux Iraniens. C'est un premier élément. Deuxièmement, Israël, dont on ne parle pas, ils ne sont pas partis à l'accord. On n'imagine pas Benjamin Netanyahou, d'ici le mois d'octobre, rester sur son Aventin et attendre que le temps passe sans chercher à peser sur l'évolution de cette négociation. Et là, il y a effectivement un certain nombre d'éléments qui peuvent peser, ne serait-ce qu'à travers la question libanaise, parce que dans les grandes questions qui vont être activées, il y a bien sûr la question du Liban. Je pense que la question de Gaza, à un moment ou à un autre, devra s'inviter. Et il y a donc un certain nombre d'obstacles qui sont devant les Américains et qui sont difficiles à franchir.